Merci, bonjour et bienvenue pour cette dernière conférence à propos des écrivains du mouvement naturaliste et réaliste. Et aujourd'hui, nous allons parler de Guy de Maupassant. Alors, Guy de Maupassant voit le jour le 5 août 1850. Il naît en Normandie, dans le château de Miromesnil, que ses parents ont pris en location. Alors, cette demeure du XVIe siècle, soumise au vent du large, se situe à Tourville-sur-Arc, un village au bord de la Manche. Guy est le fils de Gustave de Maupassant, un rentier aux vieilles racines lorraines et dont les ancêtres avaient le titre de marquis. Quant à la mère de Guy, il s'agit de Laure Le Poitevin, une femme très cultivée qui appartient à la haute bourgeoisie normande. Elle est d'une grande beauté, mais d'une nature tourmentée et fragile. Depuis l'enfance, Laure est l'amie de Gustave Flaubert, né en 1821, comme elle. Flaubert, qui a pour confident le frère de Laure, Alfred Le Poitevin, un poète et philosophe qui décédera tragiquement à l'âge de 32 ans. Et il se trouve que Guy de Maupassant ressemble beaucoup à son oncle Alfred. Flaubert écrira plus tard à ce sujet: Laure, ton fils me rappelle tant mon pauvre Albert. J'en suis parfois effrayé, surtout lorsqu'il baisse la tête en récitant des vers. En 1854, toute la famille Maupassant emménage au château de Granville-Imoville, un hameau non loin de la ville du Havre. C'est là que va naître 2 ans plus tard Hervé, le frère de Guy. Il est de 6 ans son cadet. À partir de 1859, Monsieur Gustave Maupassant, jusqu'alors rentier, est en difficulté financière. Contraint et forcé, il décide de travailler comme agent de change pour la banque Stolz à Paris. Toute la famille déménage donc dans la capitale. Elle s'installe dans un appartement du quartier de Passy. Mais Gustave, sous ses dehors charmants, est un homme médiocre, infidèle et sans envergure. Ses relations avec sa femme, Laure, sont donc difficiles. Et l'on place Guy, qui vient d'avoir 9 ans, au lycée impérial Napoléon, dans le quartier latin. Mais il ne va pas y rester longtemps. En décembre 1860, sa mère, fatiguée des infidélités de son mari, quitte Paris avec ses fils, Guy et Hervé. Tous trois s'installent à Étretat, le berceau normand de la famille. Ils habitent désormais la villa des Verguilles que Madame de Maupassant avait acquise avant son mariage. La bâtisse, très proche de la plage et des dunes, est entourée d'un vaste jardin et de vergers. Guy se fait des amis pêcheurs et part avec eux en mer. C'est une période pleine d'allégresse, insouciante. C'est désormais Madame de Maupassant qui instruit ses enfants. Elle s'enorgueillit d'ailleurs, avec justesse, de l'influence qu'elle a sur la formation des goûts de Guy, car c'est elle qui, dès l'enfance, lui inculque l'amour de la lecture, notamment de Shakespeare. Mais elle va surtout lui transmettre la passion de la nature. Elle lui apprend à observer le monde qui l'entoure. Bref,
à percevoir avant de penser. C'est à elle qu'il doit son éveil et le développement de sa jeune conscience. Et pour lui, intrépide et toujours en quête d'aventure, le grand air devient vite indispensable. C'est à la Villa des Vergis que vont naître ces rêves fantastiques d'enfant et ce besoin d'ailleurs qui le taraudera toute sa vie. Mais le petit Guy a aussi un précepteur, l'abbé Aubourg, vicaire d'Étretat. Entre 1861 et 62, il lui enseigne le catéchisme, le latin, le grec, l'arithmétique et la grammaire. L'enfant n'apprend pas de langue moderne. Il ne parle que le français et le patois normand qu'il utilise avec les pêcheurs et les paysans. Sous l'influence de l'abbé Aubourg, Guy, qui a 13 ans maintenant, entre en internat au petit séminaire d'Yvetot. C'est un établissement citadelle où l'on enferme les enfants de la bourgeoisie et de la noblesse normande. En fait, Madame de Maupassant pense qu'il est temps que son fils suive une éducation formelle. Mais l'adolescent ne supporte pas la discipline de l'établissement. Il a besoin de liberté, d'autant qu'il a le physique d'un athlète. Son cou est épais, ses épaules sont larges et ses muscles saillants font exploser les blouses qu'il porte. Alors, mélancolique, il se met à composer des vers pour s'évader mentalement. Mais il va surtout s'ingénier à tomber malade afin de pouvoir rentrer à Étretat. Finalement, sans même avoir achevé sa classe de seconde, Guy est expulsé. Motif, il écrit des vers libertins et déteste la religion. L'adolescent irascible est donc de retour chez sa mère après 3 ans d'absence. À 16 ans, il reprend ses habitudes et savoure son indépendance retrouvée. Mais Madame de Maupassant, consciente des dons de son fils en poésie, va lui trouver un maître d'écriture qui pourra le guider. Il s'agit du poète Louis Bouilhet, un ami de Flaubert. Hélas, Bouilhet meurt 2 ans plus tard. Madame de Maupassant dira à ce propos: « Si Bouilhet avait vécu, il eût fait de mon fils un poète. Flaubert, lui, en a fait un romancier. » Guy est désormais au lycée de Rouen, en classe de philosophie, et en juillet 69, à 19 ans, il obtient son bac S-lettres. Sous l'influence de son père, il décide d'entreprendre des études de droit. Il s'installe donc à Paris. Il prend une petite chambre rue Moncey, dans le 9e arrondissement, dans le même immeuble que M. de Maupassant. Mais comme ce fut le cas pour Balzac et Flaubert, Guy ne finira jamais ses études de droit. Car en 1870, un événement considérable vient bouleverser sa vie, la guerre franco-prussienne. C'est la fin des années d'insouciance. Il est appelé sous les drapeaux comme toute sa classe d'âge. Il rejoint un régiment d'artillerie et en décembre 70, il assiste à la déroute de l'armée française. Cet épisode lui inspirera d'ailleurs de nombreuses nouvelles. Après la défaite, alors qu'il doit théoriquement encore passer plusieurs années sous les drapeaux,
il décide de payer un remplaçant et quitte l'armée. Guy rentre à Paris. Il doit désormais travailler car la petite pension que lui alloue son père est bien insuffisante. À 21 ans, il accepte une place de chroniqueur dans un journal littéraire et politique, Le Gaulois. À l'époque, c'est un quotidien plutôt conservateur et bonapartiste. Outre son travail au Gaulois, Maupassant entre au ministère de la Marine grâce aux relations de son père. Il accepte tout d'abord un poste non payé avec l'espoir d'être embauché plus tard. Ce sera le cas au bout d'un an. Lui, l'homme des grands espaces, s'enferme dans un bureau étroit et sombre. Après plusieurs mois, pourtant, il obtient son premier salaire, 125 francs par mois, un peu plus qu'un ouvrier. Maupassant, il faut le dire, n'est pas très zélé. Il a la nostalgie de sa Normandie. Alors, au bureau, il écrit des essais poétiques sur le papier de l'administration et il les envoie à son mentor, Gustave Flaubert. À Paris, le jeune Maupassant va profiter des bords de Seine. Bel homme, fort et bien bâti, avec sa réputation de canotier exubérant, il attire l'attention des jeunes filles. Les dimanches, il les invite sur sa yole, un petit bateau à voile et à rame. Jovial et athlétique, il fume sa pipe sur son bateau et il boit comme quatre. Et 50 kilomètres à la rame entre Paris et Rouen ne lui font pas peur. Il pratique aussi l'escrime, la savate, les haltères, le tir au pistolet et la chasse lorsqu'il retourne en Normandie. Émile Zola, qui le rencontre à Paris à cette époque, le décrit comme, je cite, un beau gars, vigoureux, moustache fournie et frisée, les cheveux épais, le front carré, le regard fixe et observateur. C'est hélas lors de sa jeunesse parisienne que Maupassant contracte la syphilis, dont il va souffrir désormais toute sa vie, car il fréquente les prostituées et se vante, je cite, de pouvoir posséder 6 filles en 1 heure. Il fanfaronne et écrit à ses amis « J'ai une grande vérole, celle dont souffrit François Ier, et j'en suis fier, malheur, et je méprise par-dessus tous les bourgeois. Alléluia, j'ai la vérole, par conséquent, je n'ai plus peur de l'attraper. » Mais sous la carapace d'un solide gaillard se trouve déjà un jeune homme taraudé comme sa mère par l'anxiété nerveuse. L'écrivain russe Ivan Tourgueniev le décrit d'ailleurs comme un jeune homme qui aurait vieilli prématurément. En effet, au moindre petit souci de santé, Maupassant s'inquiète et il va passer son existence à consulter des médecins. Il suit aussi avec assiduité les conférences du psychiatre Jean-Martin Charcot sur le thème de la démence. Pour autant, Maupassant n'en oublie pas de profiter de la vie. Dans les années 75-76, il a coutume de se rendre les soirs chez Catulle Mendès, un jeune poète qui tient salon. Il y croise notamment Paul Verlaine. Alors qu'écrivains et peintres philosophes sur l'art et l'esthétique,
Maupassant, lui, joue les trublions. Il raconte des anecdotes et se moque avec malice et outrance de ses collègues du ministère de la Marine. Pas encore vraiment connu comme écrivain, on se demande ce que vient faire ce jeune Normand assez rustre au dîner de Catulle Mendès. Ce dernier, attiré par la personnalité de Maupassant, lui propose de devenir franc-maçon, mais il refuse. Il déclare à ce propos: j'ai peur de la plus petite chaîne, qu'elle vienne d'une idée ou d'une femme. En fait, ce qui intéresse Maupassant, c'est de répertorier des observations sur la nature humaine partout et en tout lieu. Son esprit vif et attentif, exercé dès l'enfance par sa mère, lui permettra plus tard de puiser dans ses carnets la matière de ses œuvres littéraires. Et c'est ce qu'il va faire entre 1872 et 1880. S'ennuyer dans son bureau, retrouver la rivière dès qu'il le peut, se perdre dans le sexe, prendre des notes. Mais l'écriture, pas vraiment encore. Flaubert, certain du génie de son protégé, le rappelle à l'ordre par courrier. Arrêtez d'aller chez les putains et de faire de l'aviron. Mettez-vous enfin à l'écriture. Et Maupassant répond nonchalamment: rien ne presse, j'apprends mon métier. En 1875, il finit cependant par écrire un premier conte, La main décorchée. Cette main, une véritable relique macabre et osseuse, un fétiche sanglant, ayant appartenu à un criminel du XVIIIe siècle qui a tué un prêtre. Le conte paraît dans l'Almanach lorrain grâce à l'appui d'un ami, Léon Fontaine. Maupassant signe d'un pseudonyme, Joseph Prunier. Quelques mois plus tard, il écrit une pochade lubrique intitulée À la feuille de rose, maison turque. Il joue cette pièce de théâtre avec des comparses dans l'atelier de plusieurs amis. Maupassant tient le rôle d'une prostituée. Tous les rôles féminins sont d'ailleurs joués par des hommes. Flaubert, Tourguenieff, Edmond de Goncourt et Alphonse Daudet assistent avec délice aux présentations. En 1878, Maupassant rejoint le ministère de l'Instruction publique. C'est Flaubert qui le recommande à son ami, le ministre Jules Ferry. Il obtient ainsi un poste à la bibliothèque Mazarine, qui contient une quantité extraordinaire de livres rares. Et ce travail, passionnant, l'accapare. Flaubert en a même des regrets. Il lui écrit « Que je vous plains de n'avoir pas le temps d'écrire, comme si un bon vers n'était pas 1000 fois plus important que toutes ces balivernes d'un ministère. » Alors, si Maupassant n'a pas vraiment le temps d'écrire, il se rend fréquemment chez Émile Zola, les jeudis, dans sa propriété de Médan. Et grâce à Zola, grand maître du courant naturaliste, il pénètre dans le cercle restreint des écrivains qui participent aux soirées dites de Médan. Nous y reviendrons. Alors, moins sérieusement, Maupassant fréquente aussi le cercle des hydropathes qui se réunit tous les vendredis dans un café du quartier latin.
C'est un groupe littéraire au sein duquel on déclame des vers ou de la prose, et l'on y professe qu'il faut abandonner l'eau comme boisson au profit exclusif du vin. On imagine donc bien l'ambiance de ces soirées littéraires entre copains. Mais Flaubert s'impatiente, car son protégé n'a encore rien produit de conséquent. Cependant, sa ténacité sera récompensée, car en 1880, Maupassant publie son premier chef-d'œuvre, Boule de Suif, une nouvelle. En fait, c'est Flaubert qui a eu la primeur de la lecture et a corrigé les épreuves. Boule de Suif apparaît dans le cadre d'un recueil collectif intitulé Les Soirées de Médan, publié par Georges Charpentier, l'éditeur d'Émile Zola. Le fameux recueil Les Soirées de Médan contient 6 nouvelles naturalistes. Toutes ont pour thème la guerre de 1870. Elles sont respectivement écrites par Zola, Maupassant, Huysmans, Céard, Hénique et Alexis. Pour Maupassant, 29 ans, l'occasion est extraordinaire, car la notoriété d'Émile Zola, à son apogée, va tirer les ventes. Mais des 6 nouvelles, celle qui retiendra surtout l'attention du public, ce sera Boule de Suif. Le succès est immense et la notoriété de Maupassant immédiate. On apprécie son écriture simple, élégante, sans fioriture. Boule de Suif conte l'histoire d'une fuite en calèche, celle de 10 personnes, nobles, bourgeois, religieux, commerçants, qui quittent précipitamment la ville de Rouen, envahie par l'armée prussienne. Parmi elles, Élisabeth, une prostituée, surnommée Boule de Suif dans sa jeunesse, à cause de son embonpoint. Elle va se donner à un officier allemand afin de sauver ses compagnons de voyage, qui pourtant la méprisent. Boule de Suif est en fait une nouvelle sur la petitesse, l'hypocrisie et la lâcheté de la société française. C'est une histoire à front renversé, car c'est grâce à l'abnégation d'une prostituée que tous les passagers de la bonne société sont sauvés. Ingrats, ils finiront pourtant par abandonner Boule de Suif au terme du voyage. Cette œuvre clé de Maupassant va lui permettre enfin de s'accomplir. Il quitte le ministère de l'Éducation publique et devient ce que Flaubert rêvait qu'il soit, un grand écrivain qui vit de sa plume. Alors que le succès arrive, Maupassant, paradoxalement, s'enferme dans un certain silence. À partir de 1880, il ne s'exhibe plus guère. S'il voyage, c'est surtout pour des problèmes de santé, cure thermale, climat chaud et sec de l'Afrique du Nord. En fait, il se clôt dans son œuvre, qui devient une véritable obsession. Mais contrairement à son ami Zola, Maupassant souhaite ni égard ni éloges nationaux. Il écrit d'ailleurs à ce propos: 3 choses déshonorent un écrivain: la Revue des Deux Mondes, fameuse revue littéraire de l'époque, la Légion d'honneur et l'Académie française.
En 10 ans seulement, entre 1880 et 1890, Maupassant produit l'essentiel de son œuvre. C'est une véritable fièvre de production. 6 romans, 16 volumes de nouvelles, plus de 300, 3 livres d'impressions de voyage et de multiples articles dans les journaux. Et il pratique la règle que Flaubert lui a enseignée. L'artiste doit faire son œuvre pour sa propre satisfaction d'abord et ensuite seulement pour le suffrage du public. Mais si Flaubert ne se préoccupe pas de gains financiers, Maupassant, lui, a le sens pratique de Zola. Il est intraitable, par exemple, sur ses droits d'auteur et il sait tirer des intérêts financiers de la moindre parcelle de son œuvre. Alors que Maupassant devient célèbre, son père spirituel, Flaubert, meurt en mai 1880 à Croissé, son village normand. C'est un coup terrible pour son jeune disciple. La mort de Flaubert, c'est un phare qui s'éteint soudainement dans la nuit. Maupassant se rend à Croissé. Il fait la toilette mortuaire de Flaubert et il s'occupe de l'enterrement. Il écrit « Ces coups-là nous meurtrissent l'esprit et y laissent une souffrance continue. Elle demeure en toutes nos pensées. Je sens en ce moment d'une façon aiguë l'inutilité de vivre, l'isolement moral. » D'autant que sa syphilis progresse, hélas. Outre des problèmes cardiaques, Maupassant se plaint à Tourguenieff de perdre des cheveux et des poils. C'est l'un des signes secondaires de la maladie. Tout comme une paralysie de l'œil droit et de violents maux de tête. Il consulte plusieurs médecins, mais sans véritable résultat. Plus seul que jamais, il se retranche dans l'écriture. Après le succès de Boule de Suif, Maupassant se met à écrire un recueil, La Maison Tellier. L'ouvrage comporte 12 nouvelles. Inspiré par la prose d'Alphonse Daudet, Maupassant aime les nouvelles, qu'il appelle souvent des contes d'ailleurs, car plus courtes et plus directes que le roman, les nouvelles lui permettent d'aborder des thèmes variés sans être soumis aux longues trames qu'exige le roman. La Maison Tellier fait pénétrer le lecteur dans l'univers d'une maison close normande où les prostituées sont réparties selon la classe sociale des clients. En 2 ans seulement, on ne compte pas moins de 12 éditions du recueil. Maupassant s'est définitivement installé dans le paysage littéraire français. Pourtant, il n'abandonne pas le journalisme. En 1881, il entame une collaboration de 10 ans à Gil Blas, un grand quotidien parisien. Et il n'oublie pas de défendre ses amis de l'école naturaliste, notamment Émile Zola, qui fait face aux critiques de la presse conservatrice. Il profite aussi de la tribune extraordinaire que lui offre le journal pour publier en feuilleton ses propres nouvelles et gagner ainsi beaucoup d'argent. Mais le journalisme permet aussi à Maupassant d'assouvir une autre de ses passions, le voyage. En juillet et août 81,
il effectue un reportage en Algérie, Oran, Alger et la Kabylie. Il y observe les soulèvements des populations face à la répression coloniale de l'État français. Sans être un opposant radical à la présence française, comme le furent Lamartine ou Hugo par exemple, il se montre toutefois très critique. Il achève son périple en passant par la Corse, chère à son cœur et dont il apprécie l'hospitalité. Et après la Corse, il rejoint sa mère en cure en Italie et il visite Gênes et Florence. Puis il s'arrête chez son ami Alexandre Dumas fils, célèbre auteur de La Dame aux camélias, qui lui voue une amitié toute paternelle. Ils en profitent pour naviguer ensemble sur le lac d'Annecy. Après 3 mois de voyage, Maupassant retrouve enfin Paris à la mi-octobre et il se met à travailler un nouveau recueil, Mademoiselle Fifi, où il reprend une fois encore un thème qui lui est cher, la prostitution. La publication a lieu en 1882. Puis, pour se détendre, en grand amoureux de la mer, il séjourne sur la côte d'Azur où il pratique sa passion, la voile. Mais il doit bien vite rentrer dans la capitale, car sa santé se détériore. Cette fois, il est pris de violentes douleurs à la colonne vertébrale et sa vue décline inexorablement. L'ophtalmologue suisse Edmund Landolt, qui le soigne, ne peut pas grand-chose. Cela n'empêche pas encore Maupassant d'écrire. En décembre 1983, il publie, par exemple, un article réquisitoire intitulé La guerre. Dans le journal Gil Blas, il attaque violemment le colonialisme français en Indochine et la prise du Tonkin au Vietnam par les armes. À cette même époque, on prête à Maupassant la naissance d'un fils, Honoré Lucien, officiellement né de père inconnu. En effet, l'écrivain fréquente une couturière modiste alsacienne de 27 ans, Joséphine Litzelmann. S'il subvient aux besoins de la mère et de l'enfant, il n'officialisera jamais sa relation. C'est aussi en 1883 que l'auteur publie son premier roman, Une vie. Il y parle d'une jeune aristocrate de 17 ans qui quitte le couvent pour hériter du château familial. Elle se marie avec un vicomte qui va la tromper avec une femme mariée. Mais le mari jaloux tue le vicomte et la saga continue. Alors si le thème peut paraître léger, la force de Maupassant réside néanmoins dans l'étude psychologique de ces personnages. Et d'ailleurs, Léo Tolstoï, qui a lu Maupassant, écrit à ce propos: Une vie est un roman de premier ordre. C'est la meilleure œuvre de Maupassant, peut-être même le meilleur roman français depuis Les Misérables de Victor Hugo. Dans la foulée d'une vie, Maupassant publie un recueil de nouvelles, Les Contes de la Bécasse. Il y met en scène des chasseurs autour d'une table, partageant leurs souvenirs. Les Contes de la Bécasse sont une collection de faits divers où la causticité et la gravité sont une fois encore la marque de fabrique de l'auteur. Et le succès
est immédiat. Nous l'avons vu, la santé de Maupassant est un souci constant. C'est pourquoi, en 1883, il décide de prendre à son service François Tassard, un Belge. Tailleur, valet de chambre, cuisinier, il sera l'homme à tout faire de l'écrivain. Et bien plus, un compagnon de route indispensable, un confident qui va bientôt connaître tous les secrets et les douleurs de son maître. Maupassant, nous le savons, s'est enrichi grâce à ses succès littéraires. Ainsi, en 1884, il entreprend de faire construire une maison à Étretat. Elle est érigée sur une parcelle de terrain qu'il achète à sa mère. Il appelle sa nouvelle demeure la Guillette. Durant la construction, il s'installe à Cannes afin d'y retrouver sa mère malade qui a décidé de se retirer en Provence. Il profite de ce moment de repos pour faire publier un livre intitulé Lettres de Gustave Flaubert à George Sand, dont il écrit la préface. 1884 voit la naissance d'une petite fille, Jeanne Lucienne. C'est le deuxième enfant de Joséphine Litzelmann. Et 3 ans plus tard, une autre fille, Marthe Marguerite, voit le jour. Une fois encore, Maupassant ne reconnaît pas sa paternité et se contente d'une assistance financière. Honoré, Jeanne et Marthe ne feront jamais vraiment partie de sa vie. D'ailleurs, il n'aura pas le temps de les voir grandir. Seule la littérature et sa santé semblent le consumer. En 1885, Maupassant publie Contes du jour et de la nuit. Ce titre n'est pas accidentel. Il exprime le contraste, le clair et l'obscur. Les 6 premiers contes sont optimistes, c'est le jour. Les autres sont sombres, voire morbides, c'est la nuit. L'homme y est décrit comme une brute avare et sans pitié qui se laisse aller à ses instincts féroces. Maupassant s'attaque notamment à la cruauté dont ses contemporains font preuve, notamment envers les animaux. L'originalité de ces contes, leur férocité, parfois teintée de sarcasme, surprend et attire les lecteurs. Il publie également un roman, Bel Ami. Il y retrace l'ascension sociale d'un homme ambitieux et sans scrupules, manipulateur et séducteur. C'est en fait une satire sur l'argent et les compromissions politiques. Le célèbre critique Ferdinand Brunetière écrit « Rarement on a imité le réel de plus près ». Et en 4 mois seulement, il s'effectue 37 tirages du livre, ce qui est considérable. C'est que Maupassant est lu par tous. Ce n'est pas un auteur controversé comme Zola. Il ne cherche pas à réveiller les consciences politiques. Comme Balzac, ses romans sont avant tout le fruit d'observations scrupuleuses de la nature humaine. En se confinant dans ce rôle, Maupassant n'effraie ni les élites, ni les gouvernements. Son prochain roman en est la preuve. Il écrit Le Mont Oriol, dans lequel il aborde le monde des cures thermales.
dont il est très familier, hélas. Il y décrit la duplicité des médecins attirés par l'argent d'une clientèle aisée. En fait, si Maupassant intervient directement dans la vie de la cité, c'est par ses articles de journaux. En 1887, avec 47 artistes, dont Charles Gounod, Dumas fils, Zola, Sully Prudhomme, il signe une pétition dans le journal Le Temps. Tous s'insurgent contre la construction de la Tour Eiffel que Maupassant décrit comme un squelette disgracieux. 12 ans auparavant, il s'était déjà attaqué à l'Opéra Garnier, qu'il considère comme une horreur architecturale absolue. En 1887, toujours, Maupassant publie une nouvelle fantastique et psychologique, Le Horla. Elle est caractérisée par l'intrusion du surnaturel. Il y décrit la déchéance progressive d'un homme qui se croit poursuivi par une créature invisible, le Horla. Et il sait de quoi il parle, car il entend désormais des voix. D'ailleurs, ses premiers troubles psychiatriques visibles apparaissent et ne cessent d'inquiéter son entourage. Alors que Maupassant décline, son frère cadet, Hervé, atteint de la syphilis, lui aussi, s'enfonce dans la maladie. Hervé est désormais incapable de gérer ses biens. C'est Maupassant, pourtant affaibli lui-même, qui prend le relais. Et l'écrivain produit encore. Il publie Sur l'eau, un récit de croisière aux abords de Saint-Tropez. Puis il publie Pierre et Jean. Il y raconte l'histoire d'un bijoutier qui, par amour de la mer, déménage dans la ville du Havre. C'est un roman très abouti dans la veine du courant réaliste psychologique. On y retrouve deux frères, Pierre et Jean, qui se déchirent pour une question d'héritage. Alors une fois encore, l'histoire pourrait paraître quelconque au premier abord. Pourtant, Maupassant va nous offrir une merveilleuse étude psychologique de ces personnages. Il subjugue son lectorat par son acuité et son art du discernement. En 89, entre des cures à Aix-les-Bains pour soigner ses maux de tête et un voyage en Algérie et en Tunisie, Maupassant continue d'écrire avec frénésie, comme s'il sentait sa fin approcher. Il publie alors La main gauche, son avant-dernier recueil. À travers 11 nouvelles, souvent désenchantées, voire ténébreuses, il nous parle de liaisons illégitimes. Et il n'est pas très tendre avec les femmes. La même année, on note aussi la parution de Fort comme la mort, son 5e roman. C'est l'histoire d'un peintre mondain qui voit défiler dans son atelier les plus jolies femmes de la bourgeoisie. Et il devient l'amant d'une d'entre elles. Mais des années plus tard, alors que notre peintre est vieillissant, il tombe amoureux d'Annette, la fille de sa maîtresse. Fille qui ressemble tant à sa mère lorsqu'elle était jeune. Notre peintre sombre alors dans une profonde détresse morale, faite de doutes et de sentiments de culpabilité.
Mais 89 n'est pas seulement pavé de succès littéraires. Maupassant doit interrompre un voyage en Italie, car il souffre d'hémorragie intestinale et de fièvre. Quant à son frère Hervé, il est interné. Maupassant écrit « J'ai conduit hier Hervé dans un asile d'aliénés affreux, plein de fous sordides. » Hervé meurt de la syphilis en novembre, à 33 ans, en pleine crise de démence. Maupassant parvient pourtant encore à écrire. Il passe une partie de l'année 90 entre Cannes et Saint-Tropez. Il publie La vie errante, un récit de voyage dans lequel il parle de la beauté rayonnante du Maghreb, Alger, Tunis, Kairouan. Il écrit aussi une nouvelle intitulée L'inutile beauté. Cette fois, il prend la défense des femmes et met en cause le système patriarcal. La femme, écrit-il, n'est pas qu'une machine à faire des enfants, elle mérite l'attention de son mari. Alors voilà une pensée assez révolutionnaire pour l'époque, venue d'un homme qui, au cours de sa vie, a surtout vu dans la femme un objet sexuel. Dans la foulée, Maupassant rédige un roman douloureux, Notre cœur. C'est l'histoire d'une femme cruelle, cette fois, qui s'entoure de prétendants et humilie ses victimes dépitées. On considère ce roman de Maupassant, désormais très malade, comme un adieu qu'il fait aux femmes entre désir et tourment. À compter de 1891, l'auteur ne peut plus cacher les symptômes trop visibles de sa syphilis. Pour se reposer, il séjourne à Saint-Gratien, chez la princesse Mathilde Bonaparte. Elle dira « Dieu qui l'a changé, qu'est-il advenu de ce grand penseur? Cela m'a fait beaucoup de peine. Il bredouille en parlant. » Maupassant, lui, écrit à sa mère « Et j'ai une fatigue nerveuse dans le cerveau. Après une demi-heure de travail, les idées s'embrouillent. Ma vue se trouble. L'action même d'écrire m'est très difficile. Les mouvements de ma main obéissent mal à ma pensée. Car entre rhume à répétition, abcès dentaire inguérissable, perte de mémoire et hallucinations auditives, Maupassant vit dans l'alarme permanente. L'abus de traitements à l'éther, prescrit par ses médecins, en est partiellement responsable. Il souffre atrocement. Dans une lettre adressée à un de ses docteurs, il exprime ainsi sa situation. Certains chiens qui hurlent expriment très bien mon état. Leurs plaintes lamentables ne s'adressent à rien, ne va nulle part, ne dit rien. Leurs plaintes jettent dans la nuit le cri d'angoisse enchaîné que je voudrais pouvoir pousser. Et le 2 janvier 92, il tente de se suicider en se tranchant la gorge avec un couteau à papier japonais. Le 5 janvier, le père de l'écrivain Gustave de Maupassant et sa tante maternelle Virginie d'Arnois de Blangue demandent l'internement de Guy. Les docteurs de Valcourt et d'Arambert
signe un certificat d'internement. On admet alors l'écrivain à la clinique de Passy. Selon Edmond de Goncourt, son docteur aurait déclaré « Maupassant a la physionomie d'un vrai fou, avec le regard hagard et la bouche sans ressort. » Maupassant, désormais sous camisole de force, ne quittera plus jamais sa chambre. Il est maintenant sujet à de graves crises d'épilepsie. Puis il tombe dans le coma. Et le 6 juillet 1893, il meurt sous la supervision de l'aliéniste Émile Blanche. Il a 43 ans. 2 jours plus tard, on l'enterre au cimetière du Montparnasse. Alors, pour conclure, laissons le dernier mot à son ami fidèle, Émile Zola, au pied du cercueil. Il décrit Maupassant avec émotion. C'est un frère adoré qui a tant souffert, disparu au milieu des larmes et qui nous a quittés. Il avait la majesté souveraine et triste d'un martyr de la pensée.